Merve, bonne année à vous, fidèles téléspectateurs. Bonjour et bienvenue dans votre émission Page spéciale ou Actus Perfect Télévision, d'où nous parlons de l'actualité de notre pays. Aujourd'hui, j'ai l'honneur avec moi de recevoir encore sur ces plateaux pour une deuxième fois Monsieur Nguindo, que je dis déjà bonjour Monsieur Nguindo. Bonjour Madame Karen. Vous allez bien? Très doux par la grâce divine. Le plateau vous a pas manqué? Oh, oui, pendant un temps, mais bon, je savais que vous allez vous souvenir Depuis de moi. 2021 jusqu'à aujourd'hui, on ne vous voit plus, vous passez plus. Les téléspectateurs demandent, Monsieur Nguindo a fait un tour ou... Non, c'était juste une trêve, mais on a repris avec la grâce divine. Je crois que nous serons régulés cette fois-ci. Voilà, fidèles téléspectateurs, comme rappel, M. Nguindo, un membre de l'UDPS, ainsi qu'il a son propre parti politique ou son association. Lui-même, il va se présenter, il va dire de quoi il s'agit, mais son propre association qui fait partie aussi de l'IDPS. Oui. Voilà, Monsieur Nguindo, avec vous, nous allons parler de l'actualité de notre pays. Plus précisément de ce qui se passe dans votre parti politique, l'UDPS. Comment va l'état de santé de votre parti ou l'évolution de votre parti politique, UDPS? Merci Madame pour la parole. D'entrée de jeu, je voulais apporter une correction sur mon association. Mon association n'est pas un parti politique, c'est juste une association qui fait partie je dirais même des bras, des jambes de l'IDPS. Moi, je suis membre de l'IDPS, je fais partie de l'IDPS depuis longtemps. Je n'ai pas un autre parti politique, mais je suis coordonnateur de mon association, qu'elle s'appelle Une chance pour tous. Ok, le parti politique UDPS, comment va l'état de santé? Oui, sauf quelques petites perturbations que vous connaissez bien, mais l'IDPS en son ensemble, elle va bien. C'est quoi quelques petites perturbations en question? Les perturbations sont liées au tempérament de certains entre nous. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu des problèmes liés à la démission de notre président Haï, Jean-Marc Kabound. Et certains militants l'ont acclamé, l'autre cherche à les désavouer. Voilà, c'est juste de quoi que je trouve ça pas comme étant une mauvaise situation en soi. C'est juste une agitation qu'elle sera certainement passagère. Parlons de la démission de Jean-Marc Kabound. Comment vous, étant membre de l'UDPS, comment vous jugez ça? D'ailleurs, c'était un acte salutaire au départ, parce qu'il faut noter que la semaine passée, c'était un acte que l'égard de notre président Jean-Marc Kabound avait fait. Ça fusionner les mécontentements sur des entités. Il y a en même temps la maison militaire du chef de l'État, mais aussi la maison civile du chef de l'État. Toutes ces deux entités étaient frustrées par rapport à l'acte. Mais Jean-Marc Kabound, la seule chose à faire comme étant un fait politicien, il avait jugé bon de démissionner. C'était vraiment, pour moi, c'était un bon acte. Et il a été sorti par la grande porte en démissionnant. Mais seulement, sa démission a suivi certaines vagues. Par exemple, la continuité de son tweet, ça a dérangé un peu les gens. Mais démissionner, pour moi, c'était vraiment de la grandeur de sa part. Vous appuyez le fait qu'il a démissionné? J'appuie sa démission. J'appuie sa démission comme étant président de l'IDPS et vice-président de l'Assemblée nationale, mais je n'accepterai pas qu'il puisse démissionner à l'IDPS. Donc, démissionner, oui, mais démissionner avec les phrases qui se sont suivies. Sa démission, c'est ça qui me dérange un peu, parce qu'il est l'un des responsables, l'un des ténors de notre régime. Il ne devait pas parler d'autre chose. Il devait se limiter seulement à dire « je démissionne pour des raisons de convenance personnelle ». Dire qu'il y a torture, tout ça, certaines personnes ne l'ont pas bien jugé, ne l'ont pas bien trouvé. Mais démissionner, ça fait partie de l'élégance politique. Par rapport à ce que vous venez de dire, vous aviez parlé d'une problématique, enfin le soubassement de tout ça venait d'une problématique qui s'est fait
à travers la famille présidentielle et Jean-Marc. Il n'y a pas une... en vrai, il n'y a pas une... on ne trouve pas d'importance pourquoi il a démissionné sur son... Madame Keren, moi je ne suis pas venu ici premièrement pour casser du sucre sur les dos de mon président Jean-Marc Kabound. Mais je voulais juste apporter de l'éclairage sur certains points, certaines décisions. Jean-Marc Kabound, parfois il avait oublié que le chef de l'État habite Kantchadji, allais-je dire. Et son action allait avoir des répercussions. En faisant cela, il a compris la clameur publique à sa défaveur. Il a pris l'option courageuse de démissionner. En tout cas, moi-même, je l'avais acclamé quand j'ai appris ça. Mais je dis, démissionner, c'était inévitable pour lui, mais pas avec des phrases du genre que nous avons suivies sur son tweet, si ce n'était pas piraté. Donc, au départ, il y a eu un mauvais acte de la part des gardes de Jean-Marc Kabound. Après, il y a eu un autre acte, entre guillemets, les soldats de la garde républicaine sont partis chez Kabound, piller, faire des il y a des images qu'on a vues. Moi, personnellement, je n'ai pas vu un seul militaire de la garde républicaine. J'ai vu des images comme tout autre. J'ai vu des hommes en uniforme, mais moi, je n'ai pas vu des soldats de la garde républicaine. Moi, je n'ai pas vu. Parfois, j'ai manqué ces vidéos-là. Il y a plus de 4 images. Moi, je n'ai pas vu une seule vidéo. Je n'ai vu aucune image avec le militaire de la garde républicaine. Moi, je n'ai pas vu. Vous êtes à la défensive de M. Jean-Marc Kabound. Non, d'ailleurs, je ne suis pas très proche de lui. Je suis membre de l'UDPS, c'est mon chef du parti, c'est un camarade du parti. Je ne suis pas là pour les défendre. Je défends l'idéologie de notre parti. C'est lui qui tient les commandes de notre parti. Je pense que, en étant leader actuellement, parce que notre autorité référentielle, Félix Tshisekedi, est en quelque sorte en mise en disponibilité. Donc, on ne peut pas désacraliser les pouvoirs du président de l'IDPS. La présidence de l'IDPS est sacrée. Moi, je ne peux pas, je répète, peu importe les chiens-lits qui règnent dans notre parti par certaines personnes, des mauvaises volontés, des mauvaises foi plutôt, moi, je ne peux pas venir casser du sucre sur les dos de Jean-Marc Kabound. En tout cas, il a tout mon respect comme étant président de l'IDPS, comme j'ai respecté Félix Tshisekedi, comme j'ai respecté Etienne Tshisekedi, je lui dois encore ce même respect. Monsieur Christian Guindo, pensez-vous pas que cette démission de Monsieur Jean-Marc Kabound va déstabiliser l'UDPS ainsi que le pays? Non, il ne faut pas prendre ça comme ça. Ça va déstabiliser, je crois, le partisan. Parce que déjà, le mésentente provient de la présidence. Non, ce n'est pas la présidence. Mais au moins, on sent que... Non, ce n'est pas seulement la présidence. La présidence fait partie de l'IDPS. La présidence de la République actuellement fait partie de l'IDPS. Nous avons, mais la maison civile, ça fait partie de l'IDPS. Tous ceux qui composent la maison civile, les chefs de l'État, sont en quelque sorte membres de l'IDPS. Donc, dire que ça va déstabiliser l'IDPS, je dis non, parce qu'il y a eu beaucoup de départs. Vous imaginez la démission comme de M. Kiba Madiba, ça n'a pas déstabilisé l'IDPS. Je ne crois pas que mon très cher frère Jean-Marc Kabound quittera l'IDPS pour ça. Ça sera vraiment des réactions épidermiques d'un gamin. Il ne peut pas quitter l'IDPS pour ça. En tout cas, ça peut... sûr. Toujours dans des vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux, nous avons vu de gens pleurer, de combattants de l'IDPS en train de pleurer. C'est évident, même si moi j'ai quitté l'IDPS aujourd'hui, il y a toujours les gens de mon entourage qui vont pleurer. Les gens de mon entourage, j'ai vu ces images, il y avait une centaine de gens qui peuvent être les gens de sa famille, ses proches. Il a recommandé les gens dans son cabinet. Il y a des gens, dans son cabinet, il a presque 35 personnes. Les gens qui l'ont recommandé dans les ministères, les gens qui sont redevables à lui, peuvent aussi être mécontents. Ça, c'est pas un problème. Mais dire qu'une personne démissionne d'une fonction officielle de l'Assemblée nationale peut déstabiliser le parti ou la République, j'en doute fort. J'en doute fort parce que je connais comment fonctionne notre président de la République, qui est notre autorité référentielle. Et si aujourd'hui Jean-Marc Kabound décidait de démissionner, alors que fera le président de la République? Démissionner au parti?
Oui, Nous avons, bien sûr. je ne crois pas qu'il arrivera à ce stade parce qu'il sait, le parti républicain que nous avons, que je ne peux pas mettre au tralala. Mais s'il prend, à la limite, il prend une telle décision, mais je crois qu'il y aura, après-demain, il y aura un jour et une nuit. Il n'y aura pas quelque chose d'hécatombe, déjà. Plutôt déjà, dans ses déclarations, quand il a déclaré et tout, et quand il a déposé sa lettre de démission et tout, étant que vice-président de l'Assemblée nationale, quand il est en train de parler, on sous-entend, parce que le peuple et les combattants ont pleuré, c'était pas pour rien. C'était parce que pour eux, ils pensent que le combattant pense que Jean-Marc Abound a démissionné de l'UDPS. Non, je répète toujours, Jean-Marc Abound, c'est un fait politicien, c'est un cynique politique. Il a fait une bonne action en démissionnant. Ouais. Ça a créé, parce qu'il faut noter aussi qu'avant sa démission, les gens criaient contre lui. Jean-Marc Abound a mal fait, a arrêté un militaire de la garde républicaine. Les gens même se sont précipités pour dire que c'était quelque chose de tentative de coup d'État. Mais en touchant un élément rapproché du chef de l'État. Mais moi, je pense... c'est votre pensée. Moi, je pense, particulièrement, je pense que même si moi, je quitte aujourd'hui le parti, oui, il y aura toujours ma femme, il y aura toujours mes enfants qui vont pleurer, qui aiment l'IDPS. Nous sommes grandis dans l'IDPS. Donc, le fait de pleurer ne fait pas de notre cher président intérimaire un indispensable. Jusque-là, c'est notre président, il n'a jamais eu des intentions de quitter, mais s'il quitte, il restera notre frère, on va avoir des tangentes différentes. La démission de M. Jean-Marc Kabounda, toujours le sujet de Jean-Marc Kabounda, pensez-vous pas que sa démission, le président de la République démocratique du Congo, M. Félix-Antoine Tshisekedi, pourra maintenir le Parlement? Bon, en ce que je sache, en matière des droits, pour que le chef de l'État prenne une décision de dissoudre par le Parlement l'Assemblée nationale, bien sûr, il doit y avoir une crise entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Si Jean-Marc Abound démissionne, si c'est vrai, il démissionne dans ces postes, il y aura toujours un député de l'IDPS. Nous en avons plus de 30. Nous en avons plus de 30, il n'y aura pas la fin du monde, mais ça sera en quelque sorte un gâchis de notre part. Lui ne pouvait pas tenir des discours du genre incendiaire dans une période cristal qui est celle-ci. Donc nous sommes dans une période où il y a des perturbations ça et là. L'unité du parti doit être un impératif. Parlons des élections du gouverneur qui s'y préparent déjà. Ouais. On a entendu, selon nos sources, qu'à l'UDPS là-bas, avant que tu sois candidat du gouvernement, tu dois convaincre le chef ou donner de l'argent au chef. Quel chef? Je ne sais pas si à vous de voir, vous aviez de chef, non? Quand je parle de chef, vous voyez déjà vos dirigeants là-bas. Je les trouve comme des cas isolés, c'est juste des commérages des gens. Moi, je pense qu'à l'IDPS, il n'y a pas de clientélisme dans ce sens. Je comprends que nos adversaires utilisent des supercheries pour essayer de torpiller nos actions, mais pas de problème. À l'IDPS, nous avons des candidats qui seront gouverneurs. Au CASA, il y a presque 17 candidats. Finalement, l'IDPS prendra l'option de désigner un candidat. Je n'ai pas attendu Jean-Marc Abound demander de l'argent à qui que ce soit pour être candidat. Par exemple, au Congo central, nous avons au cadre du parti, Maître Toya, qui a un monsieur avec une expertise, une intelligence avérée, qui est notre candidat gouverneur. Et il a même, les fédéraux ont jeté l'air dévolu à ces messieurs-là. Donc, voir Maître Éric Toya, je ne m'imagine pas comment il pourra donner de l'argent à qui que ce soit au parti pour que sa candidature soit alignée. Donc, il faut les classer comme étant quelque chose dans la rubrique des chaises écrasées. Voilà, que pensez-vous de ce terme qui fait débat, prononcé par le chef de l'État, Mboka Isiebe Banangodi Jakala? Madame Keren, merci d'abord pour cette question, mais moi je n'aimerais pas que nous faisions des raccourcis, des pigments mentaux. Le chef a dit Mboka Bebakala. Avant de dire ça, il a commencé par dire quelque chose.
Et après ces mots-là, il a encore dit quelque chose. Il a dit, Toye pour nous bater, pour le oui bater sa souté. Pour moi, déjà bébakala, mais Toye pour nous bondir ça. Pourquoi faites-vous juste un raccourci sur ça? Il faut continuer ces discours. Non, mais parce que ça sonne. Ça sonne. Et il avait trompé. Il avait trompé quand vous avez plus de 50 personnes qui détenaient les cartes Visa indûment de la République. Est-ce que c'était Mboka Ebonga? Est-ce qu'à Konsaki, quand vous faites sortir 350 millions de dollars pour construire un aéroport, on n'a même pas posé une pierre à Konsaki? Quand on vous donne la charge de construire un aéroport international de Ndjili avec des compartiments assez avérés. Sur le même jour, nous avons 3 chiffres différents. Le ministre donne ses chiffres, l'ADG de l'RVA donne ses chiffres et le maître d'ouvrage donne ses chiffres. On dira quoi? Mbokezaki bien. Quand vous avez dans un pays où le ministre ne pouvait pas partir dans un pays, bien. Le chef est venu avec sa volonté politique, disant clairement ce qu'il pense, Mboka Ebeba, et je crois que c'est sur cette lancée-là que nous allons continuer nos actions pour redresser le pays, comme nous avons déjà l'habitude de le faire depuis 3 ans par les billets de l'IGF et certaines agences, dont coordination pour le changement de mentalité que dirige mon frère Jack Amboudia. Voilà, parlons des élections qui se préparent en 2023. Selon nos sources, toujours nos sources, il paraît-il que la CENI est bloquée au niveau du financement. Il paraît-il, bon, comme c'est conditionné, je ne sais pas répondre à une telle condition, mais moi je pense, si vous suivez le rubrique budgétaire de notre proviseur budgétaire actuellement, la CENI a une enveloppe réservée pour ces opérations. Moi je pense, ça n'engage que moi, allais-je dire, les pays ne devraient pas partir aux élections sans pourtant faire les recensements. Pourquoi? L'enrôlement à lui seul coûte déjà beaucoup pour la République démocratique du Congo. À chaque cycle électoral, on doit enrôler les gens. On devait, à principe, passer au recensement, que chaque Congolais ait sa carte d'identité. Ça pourra diminuer même le coût des élections. Figurez-vous que chaque cycle électoral, vous pouvez dépenser plus d'1 milliard de dollars. Ça, c'est aberrant. Bon, donc on n'avait pas préparé tout ça là avant de... On a fait de tapage ici, on a voté le président du Sénat, de la CENI plutôt, tout ça là. On n'avait pas fait le préparatif de ça, du budget pour faire les élections en 2023. Entre prévision budgétaire et décaissement, c'est des choses différentes. Je crois que le gouvernement... Mais quand vous votez déjà un président de la CENI, on sous-entend que voilà, déjà le fondement du budget, déjà au moins, on s'attend à quelque chose. Que de dire maintenant que voilà, la CENI est bloquée faute du financement. Madame Keren, il faut noter que le président de la centrale électorale est un manager. C'est à lui de chercher le financement. Le financement n'est pas seulement local. Le financement peut être aussi international. Les partenaires internationaux peuvent aussi intervenir. Mais en ce que je sache, la République démocratique du Congo a réservé une enveloppe pour les élections. Les élections auront lieu au mois de décembre 2023. Vous le confirmez? Il y en aura des élections. Avec cette difficulté financière que nous voyons. Pour la finance, moi je ne trouve pas grand-chose, mais parfois d'autres impondérances, d'autres sécuritaires ou sanitaires. Mais dire que pour des raisons financières, moi je pense que je suis un peu... Donc, il faut prendre ça avec des pincettes. Hein. Voilà, revenons encore sur notre président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi. À quoi a servi la tournée qu'a effectuée notre président, notre chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi, à l'intérieur du pays, entre parenthèses au Grand Kasaï? Depuis plus de 25 ans, nous n'avons pas eu la consultation populaire depuis l'effet Maréchal Mobutu. Maréchal Mobutu l'avait fait à son temps, qui consultait la population directement. Mais Félix Tshisekedi a pris l'option de le faire à deux. Donc il consulte la population, il consulte les infrastructures des bases. Vous avez suivi à Stankourou où les gens ont parlé sans vergogne devant le chef de l'État. Et il n'y a pas eu mort d'homme après.
Nous savons que le régime passé, si vous parlez devant les chefs comme ça, on vous tue séance tenante. Mais les gens parlaient clairement et à toute liberté possible. Les chefs a lui-même fait inspecter les travaux. Il a compris, il y a beaucoup à faire en République démocratique du Congo. Donc, cette démarche d'aller à l'intérieur du pays constitue pour moi une consultation populaire. L'objectif de cette tournée qui a effectué le président, c'était juste ce que vous aviez dit. Donc, c'était en quelque sorte consulter la population et consulter les infrastructures. C'est ce qu'il a fait. Consultation seulement. Consultation, après consultation, on prend des mesures. Et non pour chercher à trouver une solution et tout. Mais pour trouver une solution, on doit faire le diagnostic. Je sais, une consultation, oui. Avant de trouver une solution, on doit faire le diagnostic des problèmes. Je sais. Sinon, vous serez un mauvais médecin. Si. Vous serez un mauvais médecin, Madame Keren. Je ne connais pas. Qu'est-ce qui vous dérange? Le président ne peut pas arriver là-bas, mais il a des gens qui l'ont placé là-bas pour travailler. Enfin de lui emmener le rapport. Le président lui-même, il s'est pris la peine de se déplacer et d'arriver là-bas. Et si ces services-là ne fonctionnent pas correctement? C'est maintenant qu'il a constaté que ces services-là ne travaillent pas correctement. Heureusement, lui est là. Heureusement pour lui, il a constaté ça avant, à peine 3 ans. À peine 3 ans? À peine 3 ans. Reste plus que 2 ans. Non. Parce qu'on a cette année et l'année prochaine. Bon. Peut-être pour mieux vous éclaircir, 1 année et 9 mois. Et quelques jours. Même à 2 mois de notre fait des mandats, il y aura toujours une solution. Même une à solution. 2 mois. Ne nous comptez pas pour... Avec cette tournée qui est effectuée. Ne nous comptez pas sur ces 2 ans restants. Il faut nous compter sur 7 ans restants. Parce que moi, j'ai compris. On a fait 3 ans. On a 3 ans au pouvoir. Pendant les 3 ans au pouvoir, que de promesses. Que de promesses et que de promesses. Dites-moi peut-être un projet qu'il avait dit que voilà, il va faire. Et on a réalisé ça. Plus de 3 millions, Dieu disait aux Israéliens, je vous enverrai les prophètes. Plus de 3 millions. Nous ne sommes pas à l'église. Après, il y a eu Jésus-Christ. Nous ne sommes pas à l'église. Non, c'est-à-dire... Le pays où le peuple veut voir toutes ces promesses-là. Mais ça va se réaliser, ça va se matérialiser. Les promesses vont se réaliser cette année, comme lui-même a dit, on doit commencer à construire notre pays en 2022. L'année dernière, c'était ça aussi. Non, c'était année d'action. L'année dernière. Congrès 2019, parlons du congrès. Parce que c'est de ça qu'on parle maintenant. Parlons du congrès. Congrès 2019, voilà, toujours de promesses. Congrès 2020. Le peuple a attendu que voilà, qu'on voie tout ce qu'il a eu à promettre. Mais non, en 2021, pas plus que loin ici, avant d'entrer en 2022, encore de promesses. Est-ce qu'on espère qu'en 2022, en décembre, quand nous allons revenir pour le congrès, ça sera encore pour nous promettre en 2023, parce que là, on prépare déjà les élections. Il faut interroger d'abord les contextes historiques et budgétaires que nous avons eu pendant ces temps. Nous avons eu un budget de presque 3 milliards de dollars qui ne nous permettait pas de réaliser nos promesses. Et mais nous avons des promesses. Faites de promesses, alors je m'appuie seulement sur ce que vous venez de dire. Faites de promesses sur base de ce que vous aviez en main. Comment est-ce que vous pouvez faire de promesses et pourtant vous n'avez pas un budget? Ce que nous avons en main, ce n'était pas de l'argent, c'était la capacité. C'est base de cette capacité-là que nous avons fait des promesses. Et je vous assure, nous avons fait des promesses, maintenant nous avons un budget de plus de 10 milliards de dollars. C'était une capacité de mobiliser de l'argent. Quand nous aurons mobilisé de l'argent, nous allons bien payer les gens, nous allons bien construire. Par là, je m'appuie encore. Oui. Moi, je m'appuie juste dans ce que vous êtes en train de dire. Oui. Par là, vous voulez dire que, auparavant, vous n'avez pas le budget qu'il fallait et tout pour réaliser avec les contextes de cohabitation ou de coalition avec le... Mais pourquoi pas en 2019, vous aviez dit, pendant le congrès, il fallait dire que voilà, je vais réaliser mes promesses en 2021 ou en 2022. Que de promettre aux gens et puis ne pas réaliser. En 2019, on est au mois de décembre 2019, quand les chefs disaient ça, au mois de décembre, écoutez, quand les chefs disaient ça, au mois de décembre, ne sachant pas qu'il y aura Covid-19 viendra. La Covid-19 est arrivée, ça a changé beaucoup de données.
Ça a changé, mais en 2020, mais avec la volonté politique que nous avions, nous avons pu réaliser des grandes réalisations que aucun gouvernement passé n'a pu les réaliser. Là, on est d'accord avec ces contextes-là. Le monde entier, ne vous appuyez pas sur la Covid-19, parce que le monde entier a souffert de la Covid-19. Oui. Ce n'est pas seulement la RDC qui a souffert de la Covid-19. Nous avons eu reçu de soutien financier qui venait de d'autres pays. Donc quand vous promettez quelque chose, vous promettez au peuple congolais, s'il vous plaît. Le peuple souffre, M. Nguindo. Donc, la vie sociale du peuple congolais n'est pas en bon état. Vous êtes quinois, vous êtes congolais. Oui. Terminé, je parle. Non, mais j'ai fini, moi je parle. Des financements, oui, c'était pour des raisons sanitaires, pour des corps médicaux, des médicaments et consorts. Mais ce n'était pas pour construire une route, ce n'était pas pour construire un amphithéâtre, ce n'était pas pour construire un hôpital. C'était des financements pour maintenir les niveaux sanitaires de la population, vu la pandémie était tellement aiguë. Mais je dis, je le répète, maintenant, nous avons un budget conséquent pouvant permettre à la population congolaise, aux fonctionnaires congolais, de trouver un gain de cause par rapport à notre régime. Madame, la fois dernière, j'étais avec vous, je vous ai dit, au Congo, ici, il y avait des gens qui vous touchaient 80 000 francs, les enseignants. Aujourd'hui, les enseignants touchent 400 000 francs. Et si nous réalisons... En termes de ces budgets... Vous parlez de 400 000 francs, en termes de ces budgets, vous parlez de 400 000 francs pendant que le loyer est en train d'augmenter. Vous parlez de 400 000 francs pendant que le taux est maintenant là. Auparavant, c'était normal parce que le taux était à 90, plutôt 9 000 francs, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, c'est à 20 000 francs. Donc vous me dites, c'était normal. Exemple, Maxam qu'on a acheté 250 francs et maintenant là, c'est à 1000 francs, monsieur. Pardon, je vais parler. C'est différent. Je vais parler. Vous trouvez normal une personne qui vous touche 80 000 francs alors que les taux étaient à 90 000 francs? Donc, il touchait à peine 110 $. Et vous trouvez normal? Maintenant, vous réfutez 400 000 francs alors que le budget est à 200. Non, mais vous trouvez normal, monsieur. C'est 200 $. Vous trouvez normal une personne qui touche 400 000 francs, qui a 2 enfants, peut-être 4 enfants à nourrir, une femme à nourrir à la maison, peut-être que sa maman est en vie, il nourrit sa maman. Prenons l'exemple, peut-être qu'il a d'autres personnes à nourrir. Hormis ça, il a ses propres besoins. Il a ses propres besoins. On ne trouve pas ça normal. Auparavant, c'était à 90. On ne trouve pas ça normal, mais on essaie d'augmenter. Nous avons trouvé le pays avec un salaire de 80 000. Mais nous sommes maintenant avec 400 000. Si le budget ici est exécuté, nous serons à 800 000. 800 000 francs. Monsieur Christian Guido. Nous ne trouvons pas ça suffisant. Non, ce n'est pas suffisant, madame. Non. La population nous écoute. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. 400 000 francs. Mais j'ai dit, on peut faire l'effort avec la volonté politique de notre leader, actuellement le président de la République, le président de tout le monde. On peut faire un effort d'arriver à 800 000 francs, comme l'a dit le ministre. Je refuse pas. Je ne suis pas contre ce que vous êtes en train de dire. 400 000 francs sur le plan de 400 000 francs pendant que notre taux est à 20 000 francs congolais. Nous venons d'un salaire de moins de 100 $. 80 000 francs alors que le taux était à 90 000. C'était à 9 000. 90 000, les taux, alors que les gens touchaient 80 000 francs, moins de 100 $. Mais nous avons un salaire. Moi, je ne suis pas contre. Je ne dis pas que, madame, je ne dis pas que le salaire est suffisant en termes de panier des ménagères. Mais j'ai dit, il y a un effort qui est en train de se faire. Si nous poursuivons avec cette lancée, nous aurons, à la fin de notre mandat, un salaire de 800 000 $. Le prochain mandat, un salaire, pourquoi pas un salaire de 2 millions de francs. Voilà, M. Christian Nguindo, parlons de votre association, qui tend d'abord sur le plan de taux. Une chance pour tous. Que promet-nous l'association? Comme le nom l'indique, une chance pour tous, c'est vouloir de l'RDC un bien, un patrimoine pour tout le monde. Voir Félix Tshisekedi une chance pour nous tous, pour tous les Congolais. Voir Keren, une chance pour tout Congolais, pour tout média. Une chance pour tous, c'est-à-dire nous devons brandir les valeurs de la République pour l'intérêt commun. Nous estimons qu'actuellement, nous avons de la chance d'avoir un président qui est un vrai fils de ce pays. C'est une chance pour nous tous. Nous avons un opposant des pères, Martin Fayoulou,
une chance pour tous les Congolais d'avoir un opposant comme lui. Bien sûr, nous pouvons aussi avoir d'autres présidents, d'autres opposants qui ne sont pas des pères et des mères. Mais quand même, c'est une chance pour nous tous d'avoir je dirais même, cette mosaïque-là. Voilà, M. Christian Guindo, comme on le dit, la télé, c'est le temps. Nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Mot de la fin, vos meilleurs vœux, l'emplacement, encore l'encouragement. Comment est-ce que vous aviez trouvé l'émission aujourd'hui? J'ai pas été choquante? Je ne dirais pas mot de la fin, parce qu'il y aura toujours une partie remise. Merci. Je pense que les mots qui vont nous permettre de se séparer pour ce soir. Oui. D'ailleurs, j'ai apprécié l'hospitalité de tout un chacun, des caméramens, des camérawomen, la technique, tout ça, vous-même, tout ça, et Madame Paulette et tout le monde. Okay. Je vous souhaite tous les bonheurs du monde. Je vous promets d'être toujours attentif à vos invitations. Merci. À chaque fois qu'il sera utile. Je viendrai pour discourir avec vous et porter, tant peu soit-il, ma réponse sur les sujets qui fâchent la République. Mais je vous recommande aussi, je connais bien les plateaux auxquels je suis. Il faut aussi parler des bonnes choses du chef. Il y a des bonnes choses, mais parfois sur ces plateaux ici, ça ne peut pas passer. Parfois, non, si ça passe. Ça ne peut pas passer. Notre président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, dit que je dis déjà bonjour et bonne année, meilleurs vœux à vous, monsieur le chef de l'État de la République démocratique du Congo. On l'aime beaucoup. C'est juste qu'on veut voir notre Congo avancer. Espérons que vous l'aimez sincèrement, mais il faut les soutenir. Aimer sans soutenir, ce n'est pas aimer. Il faut soutenir. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin, comme vous l'avez remarqué, nous sommes déjà à la fin. Avant de quitter le plateau, je dirais un grand merci à Jojo Moulumba qui était derrière la caméra, Papa Fia, mon réalisateur aussi, ainsi que Papa Florent Miokono Matampi. Le DG de DG, Monsieur Peter Tiani. Et je dis meilleurs vœux à ma maman chérie, Tété Mamboulou Ntsonga, et ainsi qu'à monsieur Christian Guindo, qui était aujourd'hui sur plateau, que je dis déjà au revoir. Au revoir, madame.